Eh bien, bonsoir à tous. Il est 18 heures, donc nous proposons de commencer ce webinaire consacré à la rénovation énergétique et aux dispositifs pour se faire accompagner pour ne pas se tromper. Donc bonsoir, je suis Dimitri Foucan, je suis le secrétaire général de l'association Ecoconso qui organise les portes ouvertes éco-bâtisseurs et dans le cadre de lesquelles aura lieu ce webinaire. Alors pour commencer, quelques petits éléments techniques. Donc ici, les micros seront coupés, mais vous aurez la possibilité de poser vos questions via l'onglet Q&R qui se trouve au bas de votre écran. Et donc les différents intervenants prendront quelques questions à la fin de leurs exposés. Pour ne pas nous tenir trop tard, si vraiment il y avait beaucoup de questions, on se permettra alors de les compiler et de renvoyer par la suite les réponses à ces questions. Alors ici, bien, effectivement, une petite règle, mais qui paraît évidente. On demande à tout le monde d'être dans un esprit de courtoisie et de respect dans les différents échanges. Un petit mot sur les portes ouvertes éco-bâtisseurs si vous ne les connaissez pas encore. Donc, depuis plus de 10 ans, nous organisons chaque année cet événement qui se veut une vitrine sur l'habitat durable. Et donc, durant les 2 premiers week-ends du mois de novembre, il y a l'occasion de visiter différents logements qui ont été éco-construits ou éco-rénovés. Et donc, vraiment de rencontrer des personnes qui sont passées dans la démarche, de pouvoir échanger sur les techniques, sur les essais, les erreurs, et simplement de se familiariser avec la technique. Donc cette année, il y avait plus de 70 logements qui étaient ouverts gratuitement en Wallonie et à Bruxelles. Alors, les portes ouvertes éco-bâtisseurs, ce sont les portes ouvertes des logements, mais il y a également d'autres activités, donc, dont ce webinaire. Si ça vous intéresse, demain soir, il y a encore un webinaire sur l'isolation des façades en ville, plutôt avec un focus sur Bruxelles, mais il est encore possible de s'inscrire. Et alors, ce samedi, pardon, il y a une visite thématique concernant les matériaux naturels à Bruxelles, mais qui est malheureusement complète, donc je n'en ferai pas plus la promotion. Alors, les éco-bâtisseurs, c'est également des formations que nous organisons. Donc, nous organisons des cycles de formation avec le cluster éco-construction. Ce sont 5 journées consacrées aux enduits intérieurs, extérieurs, à l'isolation, aux matériaux de réemploi, pour se mettre le pied à l'étrier de l'éco-construction et apprendre les bases pour éventuellement se lancer. Donc, ce cycle de formation s'est déroulé à Liège euh, après l'été. Pour l'instant, il y a un cycle de formation du côté de Tournai et d'ici peu, il y aura aussi des formations dans le Namurois. Il y a encore des places, il est encore possible de s'inscrire. Donc, c'est ecobâtisseur.be/formation. On peut suivre le cycle en entier ou alors des journées de manière individuelle. Donc, je vous invite à jeter un coup d'œil si ça vous intéresse et éventuellement vous inscrire. Alors, on va passer à la thématique de ce soir. Avant de commencer, je remercie chaleureusement les différents intervenants qui se prêtent au jeu du webinaire et du panel. Euh, rénover rénover énergétiquement, ça peut sembler compliqué, ça peut sembler difficile. Pourtant, c'est nécessaire, on le verra, parce qu'on a des objectifs au niveau de la région wallonne, des objectifs climatiques qui sont ambitieux. Mais pour ne pas se tromper, pour faire les bons choix, pour bien démarrer, il y a différents dispositifs qui existent, différents dispositifs qui nous permettent de réaliser ces rénovations. Et donc, ce soir, nous accueillerons 5 personnes qui vont nous faire un peu le point sur la question. Donc, nous aurons d'abord Jonas Moorman d'EcoConso qui nous présentera le cadre dans lequel s'inscrivent les objectifs régionaux en matière de rénovation. Ensuite, nous aurons Ariane Caudron qui nous parlera de l'audit logement et de la feuille de route logement en termes de rénovation. Puis ensuite, nous aurons Julien Moreau pour les guichets de l'énergie de Namur qui présentera tous les différents services qui sont disponibles pour le candidat rénovateur. Jonathan Plon nous parlera de la plateforme Corénov, qui est une initiative originale qui se développe dans certains coins de la Wallonie et qui est intéressant à connaître. Et enfin, nous terminerons par la Société Wallonne du Crédit Social avec Monsieur Michel Bavet qui nous parlera des prêts à taux 0% pour la rénovation. Voilà, je vous souhaite en tout cas une bonne soirée et j'espère que nous répondrons aux différentes questions et que ce sera le plus instructif possible. Donc là, je vais arrêter le partage d'écran et je vais passer la parole à Jonas Moorman.
Bonsoir à tous et à toutes. Donc, quelques mots sur la stratégie wallonne de rénovation des logements qu'on pourrait simplement résumer par cette phrase, en route vers le label A. Voilà. Et donc, ici, une image pour montrer finalement le chemin qui doit être parcouru par l'ensemble des logements en Wallonie. C'est la fameuse échelle de l'étiquette énergie qui va de A à G. Et la première chose qu'on peut voir, c'est que l'état du logement en Wallonie, globalement, il est très mauvais. Donc en 2019, on est en moyenne au niveau F et on a un objectif d'arriver à un niveau A décarboné en 2050. Donc niveau A, ça veut dire vraiment une très très petite consommation d'énergie et décarboné, ça veut dire sans énergie fossile. Ça s'inscrit au niveau de politique en Belgique, en Europe et même mondiale, de vraiment diminuer les émissions de gaz à effet de serre et de neutralité carbone. Quand on parle de neutralité carbone, on vise de diminuer les émissions au maximum d'ici 2050 et il y a un point de passage vers 2030 avec une diminution de moins 55% par rapport à 1990. Donc, ce sont des chiffres très, très ambitieux. Quand on parle de classe énergétique, c'est intéressant de voir un petit peu ce qu'il y a derrière, parce que en réalité, ce sont des consommations d'énergie qui sont modélisées dans les certificats PEB et les audits PEB. Et en fonction de la consommation d'énergie, on va avoir une bonne classe ou une mauvaise classe. Et ces consommations d'énergie sont calculées de manière complètement théorique. Donc, on va imaginer qu'on chauffe un bâtiment à 18 degrés tout l'hiver, toutes les pièces, nuit et jour. On va aussi considérer la consommation d'énergie pour le refroidissement et pour la production d'eau chaude sanitaire. Et il y a une particularité, c'est qu'on va vraiment se baser sur l'énergie primaire, c'est-à-dire l'énergie qu'on prend dans la nature. Et l'électricité, à ce point de vue-là, est un peu particulière parce qu'on va la produire avec une autre énergie, que ce soit du nucléaire, du gaz ou des renouvelables. Et donc, dans le calcul PEB, l'électricité est pénalisée et on considère que 1 kWh d'électricité, ça équivaut à 2 kWh d'énergie primaire, puisqu'il a fallu la produire avec autre chose. Et donc, si on regarde les consommations d'un logement, par exemple, un logement qui ferait 100 mètres carrés et qui nécessiterait 20 000 kWh pour le chauffage, ce qui correspond à peu près à 2000 litres de mazout, et 3000 kWh d'électricité cette fois-ci pour l'eau chaude, eh bien, on aurait 20 000 kWh d'énergie primaire pour le chauffage, plus 3000 fois 2,5, ça fait 7500 kWh pour l'électricité, pour le chauffage de l'eau. Ça fait 27 500 kWh et divisé par la surface chauffée, on est à 275 kWh d'énergie primaire par an et par mètre carré. Voilà à peu près comment on peut calculer le PEB. Et en fonction donc de ces consommations, on va arriver à différentes classes qui sont délimitées par des bornes. Et donc l'objectif d'ici 2050, c'est d'arriver finalement à tout le parc de logements qui soit en dessous de 85 kWh par mètre carré par an, c'est-à-dire de classe A. Alors, on peut résumer le PEB, en fait, on peut se dire que la finalité, c'est vraiment de diminuer la consommation d'énergie primaire et que tout ce qu'on va faire dans le bâtiment, ça va servir à ça. Alors, quand on dit que le parc est vieux et mal isolé, ben, on a ici quelques chiffres assez éloquents. C'est que trois quarts des logements en Wallonie datent d'avant 1985. Ils ont souvent été construits à une époque où il n'y avait pas de normes énergétiques. Ils ont peut-être été rénovés partiellement. Et en tout cas, aujourd'hui, on sait bien qu'ils sont de très mauvais niveaux d'isolation. Et on constate qu'il y a relativement peu de rénovations qui se font chaque année. On est de l'ordre de 1%. Et quand on voit ça, on se rend compte justement du gap qu'on doit franchir. Parce qu'en fait, bon, pour les nouveaux logements, là, il n'y a pas de problème parce qu'ils sont déjà de classe A, ils respectent déjà des normes très strictes. Mais pour les rénovations, en fait, on devrait passer à 3% de rénovations profondes par an. Ce qui, donc pour rénover 1,5 million de logements, ça fait à peu près 45 000 rénovations profondes par an ou 125 par jour. Et quand on parle de rénovation profonde, c'est des diminutions de consommation, des rénovations qui permettent de diminuer la consommation de 75 à 100%. Donc c'est vraiment
on refait toute l'isolation de toutes les parois, on change le système de chauffage, on ventile et donc ce sont des travaux évidemment très conséquents. D'ici 2050, on estime que ça va demander 120 milliards d'investissements. Donc ça coûte, hein, la rénovation, soit 74 000 euros par logement. Et donc en fait, quelque part, la pierre d'achoppement va résider là-dedans, c'est que ça coûte très cher de rénover et qu'il y a certains travaux qui ne se remboursent pas bien avec les économies d'énergie. Et donc, quelque part, toutes les dispositions qui vont être mises en place vont servir à faciliter finalement ce frein, parce que d'abord, on n'a pas spécialement les moyens, et en plus, on n'a pas spécialement l'intérêt, on ne perçoit pas l'intérêt de mettre autant d'argent dans une rénovation. Et donc là, il y a différents outils qui sont mis en place pour justement arriver à combler ce gap. Donc, pour que dans les 30 ans à venir, enfin, plutôt 25, on arrive à ce fameux niveau A décarboné. Je vais m'arrêter ici puisque les autres intervenants vont développer différents outils, mais voilà pour les données de base. Merci beaucoup, Jonas. Donc, je propose que tu puisses arrêter ton partage d'écran. Ouais. On a déjà une question, mais qui concerne plutôt les formations que j'ai présentées plus tôt. Donc, la demande, c'était de savoir s'il y avait des formations du côté de Liège concernant les écomatériaux, mais ce cycle a déjà eu lieu. Donc, pour l'instant, c'est tourné et ce sera à Namur dans l'immédiat. Mais rien n'empêche de s'inscrire à Namur si on vient de Liège. Voilà. Sur ce, je vais passer la parole donc à Ariane pour nous parler Oui, de la question de l'audit bonjour. du logement. Très bien. Eh bien, bonjour à tous. Je m'appelle donc Ariane Caudron. Je suis auditeur logement et je viens ici vous présenter dans les grandes lignes le principe d'un audit logement. Accessoirement, je suis aussi architecte en ce qui me concerne et responsable PEB. Je suis impliquée dans les questions d'énergie de façon générale depuis très longtemps et donc je travaille dans ces questions énergétiques à la fois dans le bureau d'architecture dont je suis gérante et à la fois en tant que collaboratrice de façon occasionnelle avec l'ASBL Objectif Zéro, donc qui tend aussi à faire la promotion des bâtiments à haute performance énergétique. Donc c'est vraiment un domaine qui m'intéresse. L'audit énergétique de façon synthétique, que je vais vous présenter en quelques mots ici, a comme objectif en fait d'aller plus loin qu'un certificat PEB. Donc j'ai commencé cette présentation ici en vous montrant le visuel d'un certificat PEB que vous avez sans doute déjà tous vu. Un certificat PEB vous permet d'avoir une première vision de la performance énergétique de votre bâtiment. Une vision qui, comme on l'a vu, est résumée par une lettre, hein, comme sur les frigos, d'un label A++ à un label G, mais qui a le désavantage de ne pas vous permettre de cibler en fait la problématique de votre logement, puisque l'objectif c'est vraiment de faire un état des lieux de façon synthétique. Par rapport à ce certificat PEB, l'audit logement tel qu'il est proposé en région wallonne a l'avantage de permettre de découvrir de façon plus précise quelles sont les lacunes et les points positifs du logement. Donc, au-delà d'une évaluation avec un seul critère, on va être ici sur une évaluation multicritère, c'est-à-dire qu'on va analyser à la fois la performance de l'enveloppe, la performance des systèmes, la part d'énergie renouvelable qui va couvrir les besoins de l'habitation, aussi les émissions de gaz carbonique du logement. Donc, on va avoir une vision qui sera beaucoup plus détaillée finalement du bâtiment en étant dans une structure un peu moins réglementée que le certificat, donc en pouvant tenir compte d'un certain nombre de paramètres ou d'hypothèses, telles que le fait que vous avez peut-être des pièces qui sont munies de radiateurs, mais que vous ne chauffez pas dans les faits. Donc l'audit va être plus flexible, je vais dire, que le certificat et pourra tenir compte de votre manière de vivre réellement dans le logement pour identifier en fait quels sont les points forts et les problématiques du logement. L'enveloppe évidemment du logement, donc l'ensemble des murs, de la toiture et des dalles, qui délimitent votre espace chauffé,
représente souvent la majeure partie des déperditions, la majeure partie des pertes énergétiques du logement et donc on va avoir dans cette méthode, d'audit, la possibilité d'aller beaucoup plus loin, d'être plus précis dans l'identification en fait des sources de refroidissement, je vais dire comme ça, en hiver du logement et donc voilà par exemple un extrait d'un audit qui va, permettre de voir en ce qui concerne les déperditions du logement, quelles sont les parois les plus déperditives du logement? Et donc on va identifier les différents composants du logement, les différents types de toiture, de murs, de sol, de châssis. On va pouvoir, classifier en fait ces différentes parois en fonction d'un label, en fonction de leur indice de performance individuellement pris, donc vraiment paroi par paroi et on va multiplier ça par les surfaces de déperdition pour calculer en fait la part de déperdition représentée par les différentes parois. Ce qui est assez intéressant, c'est que ça va permettre visuellement, assez vite, de se rendre compte, des points sur lesquels il faut agir dans le logement. Donc on va pouvoir très vite voir, tiens, dans mon logement, c'est plutôt par la toiture, plutôt par les murs, plutôt par les châssis, que se passent les problématiques énergétiques. Et donc ça va permettre à l'auditeur de vous préparer un programme de rénovation en tenant compte, en fait, des contraintes réelles de votre logement et des compositions des parois qu'il aura pu identifier. Le travail de l'auditeur est essentiellement un travail tourné autour de la question énergétique, mais ne va pas strictement s'arrêter là, en ce sens qu'il va intégrer aussi d'autres aspects non énergétiques dans son analyse, qui sont des aspects tels que des problématiques d'humidité dans le bâtiment, des problématiques d'infiltration ou des problématiques de sécurité, sécurité par rapport à des équipements, électricité, gaz, etc. Mais aussi sécurité par rapport à des problématiques d'amiante qui auraient pu être identifiées dans le logement. Et donc l'ensemble de ces observations, en fait, vont permettre, d'établir son plan de rénovation du logement. Donc évidemment avec une priorité qui est l'isolation, l'amélioration énergétique, mais sans négliger finalement, d'autres aspects très importants, qui permettent de pérenniser à long terme, le bâtiment. L'objectif vraiment du travail de l'auditeur, c'est de permettre de répondre progressivement aux besoins du bâtiment pour, lui permettre de répondre, aux objectifs des décennies à venir et donc il ne s'agit pas seulement que de faire de l'isolation pour faire de l'isolation, c'est vraiment de mettre en place toute une stratégie qui va permettre, de répondre aux besoins et de garantir évidemment, la qualité de vie pour ses occupants. Alors l'ensemble des travaux qui vont être identifiés, par l'auditeur vont être repris dans ce qu'on va appeler des bouquets ou des packages de travaux et ces différents packages de travaux vont constituer des étapes d'amélioration successive d'un bâtiment. On voit ici sur l'exemple, en fait, un bâtiment qui part d'un label énergétique très mauvais, en l'occurrence on était à un label, G et qui va progressivement, en fait, atteindre le label d'efficacité énergétique A qui est visé. Donc ça va passer par différents travaux qui vont être réalisés successivement. En regard de chacun de ces travaux qui vont être réalisés, l'auditeur va pouvoir vous faire une première estimation du coût de ces travaux, mais va également pouvoir estimer les primes qui sont disponibles en regard, en fait, de chaque type de travaux qui sont nécessaires dans votre logement, si évidemment les travaux envisagés répondent aux critères pour ces primes. Et donc, ça va vous permettre de pouvoir planifier un investissement à long terme dans votre logement, puisqu'on a dit que l'objectif label A, c'était pour 2050. Mais bon, en attendant, on ne va pas attendre 2049 pour agir. Donc, c'est important que chaque fois qu'on fasse une action dans le logement, on la fasse dans le bon sens et dans le bon ordre pour permettre d'atteindre à terme, en fait, cette efficacité énergétique. Il faut savoir que pour améliorer un logement, de façon très importante, tel que c'est visé dans l'audit, il est nécessaire d'agir à beaucoup de niveaux. De façon générale, il va être nécessaire d'agir au niveau de l'isolation du bâtiment. Quand on parle d'isolation du bâtiment, on parle d'isoler la toiture, d'isoler les murs s'ils ne le sont pas, d'isoler les sols s'ils ne le sont pas et de mettre des châssis performants, à la place des menuiseries actuelles si elles ne sont pas performantes. Donc on parle bien d'une isolation globale de l'enveloppe. C'est pas suffisant, pour atteindre un label A, il faut bien sûr passer par l'isolation de la quasi-totalité de l'enveloppe du bâtiment, mais il faut aussi soigner l'étanchéité à l'air du bâtiment. Et il faut aussi mettre en place un système de ventilation pour garantir sa salubrité à long terme avec des pertes d'énergie minimes.
Il faut améliorer la performance des systèmes de chauffage et d'eau chaude sanitaire et il va souvent aussi falloir passer par la mise en œuvre d'énergies renouvelables, par exemple des panneaux photovoltaïques sur le logement. Donc il s'agit bien d'avoir une vision à long terme qui permette d'atteindre en fait, l'objectif visé. Si on prend la problématique à l'envers, sans avoir cette vision globale et que, par exemple, on place des panneaux photovoltaïques sur une toiture qui sera à rénover à relativement court terme, c'est dommage parce qu'on va faire un investissement qui va devoir être démonté quelque part pour pouvoir réisoler la toiture qui nécessitait une isolation. Donc l'objectif du passage de l'auditeur, c'est aussi de permettre, de pointer les éléments qui nécessiteront une action pour permettre de les ordonner. L'objectif, c'est toujours de ne jamais devoir refaire, en fait, quelque chose qui a été fait à court terme. Parce que ce serait dommage d'un point de vue investissement, ce serait dommage d'un point de vue énergétique, ce serait dommage de gaspiller, en fait, des matériaux sans atteindre l'efficacité voulue et donc c'est, cet ordre, en fait, des travaux qui va être propre à chaque bâtiment et qui va tenir compte de la situation rencontrée est vraiment important. L'auditeur est également là pour vous conseiller, afin d'éviter ce qu'on va appeler des effets de blocage. Donc il est important que dans la manière dont les travaux s'articulent les uns derrière les autres, on ait une vision globale de jusqu'où on va devoir aller, de façon à ce que chaque travail anticipe déjà le travail suivant qui sera nécessaire, même s'il n'est pas réalisé tout de suite et qui ne sera réalisé que dans une dizaine d'années, par exemple. Mais si un jour on va devoir isoler les toitures par l'extérieur, le jour où on rénove, pardon, si un jour on va devoir rénover les murs par l'extérieur, si un jour on rénove la toiture, il est important qu'on prévoit des légers dépassements de toiture pour permettre en fait de mettre en place cette isolation par l'extérieur. Si un jour on doit isoler les murs par l'extérieur et qu'on remplace les châssis, il est important de le savoir pour permettre de mettre des élargisseurs, par exemple, au niveau du châssis, pour faire les raccords entre l'isolation de la façade et les châssis. Donc l'idée est vraiment simplement d'avoir cette vision globale pour ordonner efficacement les travaux. Alors après, une fois qu'on a cette vision globale, évidemment, on va pouvoir passer à l'acte. Ça ne signifie pas forcément faire la totalité des travaux tout de suite, parce qu'il y a des contraintes budgétaires, telles qu'on en a parlé auparavant. Ça signifie parfois aussi faire des travaux d'amélioration énergétique et revoir le bâtiment, en profiter pour agrandir le bâtiment. On a énormément de demandes en fait d'audit qui sont là dans le cadre de bâtiments qu'on vient d'acheter et que les gens souhaitent agrandir ou modifier et améliorer énergétiquement en même temps. J'ai quelques illustrations de quelques cas qu'on a traités, ici au bureau. Voilà un premier exemple d'une rénovation globale. Donc vous avez à la fois une photo de l'habitation avant travaux et de l'habitation après travaux. On est ici dans le cadre d'une rénovation qui n'est pas soumise à permis, dans la mesure où on reste sur les mêmes matérialités avant et après travaux. On a réalisé en fait une rénovation globale de cette habitation avec un renouvellement complet de la couverture avec une isolation en sarking, donc isolation par le dessus. Une isolation complète des façades avec un enduit sur polystyrène parce que comme ça, comme, la maison existante était déjà en enduit, ça permettait de se passer de permis. Tous les châssis ont été remplacés, ils ont été déportés en fait pour être dans le plan de l'isolation. On en a profité pour intégrer, des protections solaires par rapport aux fenêtres sur lesquelles il y avait de la surchauffe. On en a profité également pour installer de la ventilation double flux dans le bâtiment, pour garantir sa salubrité à long terme et remplacer le système de chauffage, du bâtiment. Et donc on voit qu'on peut modifier un bâtiment en restant tout à fait dans l'esprit du bâtiment d'origine. Ici, c'est un autre exemple, d'une habitation qui était en très, très mauvais état et qui avait été acquise, pour être complètement transformée, rénovée énergétiquement et qui a fait l'objet d'un agrandissement en même temps. Mais bon, on retrouve tout à fait le volume d'origine, bien qu'il ait fait l'objet évidemment d'un grand agrandissement. De nouveau, on est sur une rénovation globale avec extension. Un autre exemple, assez méconnaissable et pourtant finalement si on regarde la vue sur le pignon, on se rend bien compte que c'est la même habitation. Donc on est à nouveau dans le cadre de gens qui avaient un projet d'amélioration énergétique de leur logement et en même temps d'agrandissement. Ils voulaient ajouter des chambres à l'étage et agrandir un peu le salon et donner un caractère beaucoup plus contemporain à leur habitation. Mais on est bien dans le cadre d'un projet, d'amélioration énergétique au départ.
Alors parfois, les gens n'ont évidemment absolument pas le budget pour, faire la totalité des travaux. L'idée n'est pas de l'imposer, hein, l'idée est de dire qu'on se donne les moyens en fait, d'avancer progressivement. Voici par exemple simplement l'isolation d'un pignon, qui a été faite sur un bâtiment. Donc, le pignon posait des problèmes d'humidité, d'entrée d'eau et en même temps évidemment d'isolation. Plutôt que de se limiter à mettre simplement un bardage pour protéger le pignon, donc on en a profité pour isoler le pignon. On a placé ici une isolation en laine de mouton, qui a été placée sur une épaisseur assez importante, hein. On est sur, 24 centimètres d'épaisseur et donc on a isolé qu'un pignon, mais ce pignon-là, on l'a fait suffisamment correctement pour se dire qu'on est déjà prêt par rapport aux objectifs 2050 sur cette partie-là du bâtiment, que ce qui a été fait à ce moment-là ne devra jamais, être retouché. Il faut savoir pour information aussi que, le gouvernement est toujours censé enfin l'État est toujours censé donner l'exemple et donc, il y a énormément actuellement de marchés de rénovation de logements publics, donc tout ce qui est, les habitations sociales en fait, sont actuellement dans des grandes campagnes de rénovation parce que si les privés ont comme objectif d'atteindre le label A en 2050, les institutions publiques ont, elles, l'objectif d'atteindre ce label A 10 ans avant, donc en 2040 et donc il y a pas mal de marchés de rénovation énergétique de ces logements sociaux et ce sont des logements qu'on arrive à rénover énergétiquement jusqu'à atteindre le label A ou éventuellement le label B pour des budgets de l'ordre, je vais dire, de 60 000 € hors TVA. Pour donner un ordre de grandeur. Maintenant, ce sont des relativement petits logements et des bâtiments relativement répétitifs. Et ce sont en général des projets de rénovation dans lesquels on rénove l'ensemble du quartier en même temps, ce qui permet de réduire les coûts d'intervention. Un dernier slide, le premier intervenant en parlait tout à l'heure, par rapport au coût de la rénovation énergétique et par rapport à la rentabilité de la rénovation énergétique. Je travaille énormément dans la rénovation énergétique depuis des années et je peux vous dire que la rénovation énergétique en tant que telle n'est la plupart du temps pas rentable. En ce sens que si on regarde simplement les économies d'énergie faites sur le logement après isolation, ça ne financera jamais, ou en tout cas pas à court terme, le coût qui a été investi dans le logement. Les raisons qui doivent pousser à rénover énergétiquement son logement ne sont pas uniquement des raisons financières. C'est bien entendu, le fait de réduire sa facture énergétique, c'est certain, mais surtout de bénéficier d'un intérieur qui est beaucoup plus confortable, dans lequel on a une température de confort qui est plus élevée. C'est le fait d'avoir des bâtiments qui prennent de la valeur, puisque un bâtiment avec un label énergétique plus favorable va avoir une valeur supérieure à un bâtiment avec un label énergétique moins favorable. Ça va permettre aussi, d'augmenter, la qualité de vie et par-delà la santé éventuellement dans le logement, d'éviter les problèmes en fait d'humidité et de sédentaire dans les logements. Évidemment, on va travailler dans le cadre d'un impact climatique qui est favorable, puisqu'on va réduire notre consommation énergétique, on va réduire notre charge, sur l'environnement et on va réduire en fait, la dépendance énergétique qu'on va avoir vis-à-vis des pays fournisseurs en fait, de pétrole. Donc ces ensembles d'arguments doivent, vous permettre de vous dire que la rentabilité financière n'est pas la seule raison de passer à l'action. Et la raison pour laquelle les travaux ne sont pas toujours rentables financièrement, c'est parce qu'on se rend compte que quand les gens habitent dans des logements peu isolés, ils vont sous-chauffer les logements et donc ils vont vivre dans des logements qui sont globalement très peu confortables. Le fait de passer par l'isolation du bâtiment va permettre d'atteindre une température de confort, beaucoup plus facilement dans le logement et donc de vivre dans un logement beaucoup plus confortable. Donc l'économie d'énergie ne sera peut-être pas on va peut-être pas diviser par 2, par 3 ou par 4 la consommation totale d'énergie, mais on va quand même réduire la consommation d'énergie, mais on va surtout augmenter le confort dans le logement et ça, bien entendu, c'est aussi très, très important, je pense, pour tout le monde. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup pour cet exposé bien clair. Alors, il y avait une petite question mais qui concernait un replay du webinaire. Donc, effectivement, le webinaire sera disponible en replay sur la chaîne YouTube des Portes Ouvertes Éco-Bâtisseurs d'ici quelques jours. Alors, je vais passer la parole à notre troisième intervenant, donc Julien Moreau, pour les guichets de l'énergie. Donc moi je suis Julien Moreau et je suis donc consultant au guichet de l'énergie de Namur. Et donc je vais vous présenter un petit peu qu'est-ce que les guichets font, quelle est la mission des guichets, quels sont les services que les guichets peuvent proposer.
Alors, on peut résumer ça en une phrase. Donc, les guichets de l'énergie, c'est la première étape d'une démarche fuitée pour plus d'économie, plus de confort et un plus grand respect de l'environnement. Donc, les guichets, on est un centre d'information qui est incontournable, on va dire, en première étape, en matière d'énergie au sens large, à destination des citoyens, qu'ils soient locataires, propriétaires, et qu'ils aient un projet de rénovation ou de construction. Et on peut apporter une information neutre, puisqu'on est un service public, personnalisée et gratuite, donc à destination des particuliers. Il y a pour l'instant donc 16 guichets qui sont situés en Wallonie. Voilà ce qui sont indiqués ici sur la carte. Et la plupart des guichets aussi organisent des permanences décentralisées pour pouvoir aller toucher des zones un peu plus reculées, un peu plus difficiles d'accès. Et au total, ça représente environ 45 consultants qui ont une formation technique. Ça peut être des architectes, ça peut être des ingénieurs, c'est aussi des gradués en construction. Donc il y a des profils relativement variés. Alors, ça vous donne une petite idée de ce que les guichets font. Donc on est un service assez généraliste, même si on essaie voilà, d'être suffisamment précis dans nos informations pour bien conseiller les visiteurs. Mais on couvre pas mal de choses puisque l'énergie, bah, ça couvre beaucoup de domaines. Et donc, on s'attelle à ce qui concerne les aspects relatifs à la PEB, donc la performance énergétique des bâtiments. Tout ce qui est aide au sens large, donc c'est-à-dire les primes, les prêts, éventuellement les aides fiscales, etc. Les aides communales aussi, ce genre de choses. On peut répondre aux questions concernant des questions d'isolation, des questions relatives au chauffage, à l'eau chaude sanitaire, tout ce qui est lié au marché de l'énergie, donc analyse des factures d'électricité et de gaz, ce qui est les énergies renouvelables, et ce qui est aussi des conseils au niveau électroménager et éclairage qu'on fait, on va dire, un peu moins souvent. Et donc, je vais rentrer un petit peu plus en détail, pas trop en détail, mais un petit peu plus en détail sur les différents services qu'on propose. Alors, ben, pour l'instant, la plus grande partie de notre travail, c'est donc les fameuses primes. Et donc, les guichets de l'énergie, non seulement on peut proposer des informations sur les primes, sur les prêts et les autres aides. On a alors l'occasion bah, de renvoyer éventuellement vers un auditeur, vers une plateforme de rénovation ou vers un prêt à 0%, si c'est utile. Mais on peut aussi, outre l'information, proposer un accompagnement et une aide au remplissage pour l'introduction des demandes. Parce que bah, pour pas mal de personnes, c'est une tâche qui peut s'avérer parfois compliquée. Et donc, on est là bah, pour aider au mieux et de manière gratuite les personnes qui veulent introduire des dossiers de primes. Et on peut aussi, le cas échéant, apporter des informations par rapport au suivi pour des personnes qui ont déjà introduit leur dossier. Alors, on fait tout ce qui est aussi conseil par rapport au chauffage, à l'eau sanitaire et à leur régulation. Et donc, la plupart du temps, bah, c'est déterminer quel système de chauffage on va pouvoir installer dans une habitation existante. Même chose pour l'eau chaude. Et ça peut être aussi la même question pour un projet de construction, un projet neuf. Ça, c'est des conseils, on va dire, techniques, mais on a aussi le volet législatif, donc pour savoir ben, comment est-ce qu'on entretient, quand est-ce qu'il faut entretenir un appareil de chauffage, est-ce qu'il y a certains appareils qui vont se retrouver interdits prochainement, ce genre de choses. On s'occupe donc du marché de l'énergie. Au niveau du marché, bah, c'est essayer voilà, d'analyser une facture d'électricité ou de gaz pour essayer bah, d'éclairer un peu les visiteurs par rapport à la compréhension de leurs factures, qui malheureusement sont souvent sont encore maintenant assez complexes au niveau de leur formulation. C'est réaliser un comparatif entre les différents fournisseurs via une simulation sur un site officiel. On apporte aussi bah, dans la foulée, bien sûr, des conseils pour une utilisation rationnelle d'énergie pour essayer de réduire les factures. Et alors, s'ils existent, ben, on renvoie vers des plateformes qui proposent des achats groupés pour que les personnes puissent encore avoir, en général, des remises par rapport au tarif normal de leur fournisseur. Alors, au niveau électroménager et éclairage, ben, il s'agit surtout de comparer des labels énergétiques et voilà, de calculer un petit peu quel impact ça va avoir de choisir un appareil de tel ou tel niveau
pour qu'on se rende compte de l'impact financier que ça peut avoir et en combien d'années on peut, entre guillemets, rentabiliser un appareil par rapport à un autre. Et alors certains guichets proposent en prêt gratuit des wattmètres qui permettent de mesurer la consommation électrique de leurs appareils électroménagers sur une durée suffisamment longue pour voir s'il y a des anomalies de, de consommation, notamment via des vieux appareils qui ne seraient plus très efficaces. Et alors au niveau éclairage, on peut aussi proposer différentes possibilités. Maintenant, bon, l'éclairage se fait beaucoup via le LED, donc la question se pose un petit peu moins qu'il y a 10-15 ans, mais on peut apporter aussi quelques informations par rapport à ça. Au niveau énergie renouvelable, voilà, on présente les différents systèmes existants, même si pour l'instant, on parle beaucoup de photovoltaïque, mais il y a toute une série d'autres systèmes qui peuvent être proposés, que ce soit en rénovation ou en construction. On peut alors aider au dimensionnement d'une installation de tel type pour voir quelle quantité de panneaux on devra placer, quelle va être la capacité d'un ballon de stockage, ce genre de choses. Et alors sur la législation existante en fonction de l'installation d'un système ou l'autre. Au niveau isolation, on va pouvoir discuter avec les visiteurs sur les différents types d'isolants qui sont à leur disposition, avec les avantages et les inconvénients de tel ou tel isolant. Évidemment, en fonction des affinités, on va peut-être pousser plus vers un isolant écologique quand on a la possibilité, mais parfois il y a des contraintes techniques qui empêchent de choisir ce type d'isolant. On fait la même chose avec les techniques d'isolation, où là aussi on a parfois des contraintes qui nous obligent à choisir certaines techniques plutôt que d'autres. Et alors on tient compte en fonction de ces choix-là, en fonction du bâtiment qu'on a sous les yeux, et du budget et de la sensibilité aussi des personnes. Et on peut bien sûr calculer les épaisseurs d'isolant qui sont nécessaires pour remplir les critères définis par la PEB ou pour obtenir les primes si éventuellement les valeurs ne se recoupent pas. Donc, ce qui est réalisé aussi dans un audit énergétique plus en détail. Alors au niveau des problèmes d'humidité, donc on peut aussi donner un avis sur un problème d'humidité au bureau sur base de photos et d'infos qui vont être données par le visiteur, mais on peut aussi, dans certains cas, quand ça s'avère judicieux, faire une visite sur place et essayer de déterminer quelle est la cause ou les causes du problème d'humidité, et alors formuler une hypothèse et des propositions pour apporter une solution dans un rapport de visite. Évidemment, ce rapport-là n'a pas vocation de remplacer l'expertise, enfin, de remplacer l'avis d'un expert, c'est juste du conseil. Alors, au niveau de la performance énergétique des bâtiments, on peut voilà, passer en vue un certificat PEB pour en tirer les informations intéressantes et éventuellement les pistes à suivre pour rénover un bâtiment. On peut présenter la réglementation PEB à respecter quand on rénove ou quand on construit, avec éventuellement son évolution. On peut proposer une aide aux particuliers pour la réalisation d'une déclaration PEB simplifiée, et ça c'est dans le cadre d'une rénovation simple quand on n'a pas l'intervention d'un architecte. Comme il y a des notions techniques dans la déclaration PEB simplifiée, tout le monde n'est pas capable de pouvoir faire les petits calculs qui doivent être réalisés dans cette déclaration. Et alors, on peut, comme on l'a vu, toucher quelques mots sur la stratégie de rénovation du bâti existant à long terme. On fait aussi pas mal d'actions extérieures, donc on se retrouve sur la plupart des salons de l'énergie et du bâtiment en Wallonie et à Bruxelles, enfin sur Batibo en l'occurrence. On peut proposer des présentations et des conférences qui sont en lien avec nos missions, et on participe à l'occasion à des émissions radio-TV ou à la rédaction d'articles de presse. Et alors, petit complément d'information, donc outre ces missions-là, on a aussi l'opération MEBAR. Donc ça, c'est une opération qui est plus spécifique dans son public puisqu'elle elle vise des personnes dont les revenus sont bas. Donc MEBAR, ça veut dire ménage à bas revenus. Mais c'est important quand même à savoir, éventuellement pour soi ou pour d'autres. Donc c'est une subvention qui peut aller de 2 000 à 4 000 euros et qui est directement payé par la région wallonne. Et donc le guichet de l'énergie se charge de faire une visite chez le bénéficiaire, de proposer un travail en lien avec l'énergie. Donc ça peut être
le placement simplement d'un poêle pour pouvoir se chauffer. Ça démarre là. Ça peut être aussi la réalisation d'une isolation, ça peut être le remplacement de châssis. Le guichet s'assure de faire les demandes de devis qui sont liées à cette subvention-là. Donc on fait tout ce qui est suivi technique, on choisit un entrepreneur et la région Wallonne va passer commande directement à l'entrepreneur qui va faire le travail et la région Wallonne payera l'entrepreneur, ce qui évite aux personnes de devoir avancer les sous pour le travail. Voilà. Donc ça représente quand même une part qui n'est pas négligeable de la mission des guichets. Selon les guichets, ben, ça peut représenter jusqu'à parfois un tiers du temps de travail des guichets. Donc c'était important de le signaler. Voilà, donc vous voyez, les missions des guichets sont vraiment assez larges. Et donc je pense que le plus important, ben, quand vous démarrez un projet de rénovation ou de construction, ben, la première étape, c'est de passer nous voir. Voilà, parfois, au pire, pour s'entendre dire qu'il n'y a pas grand-chose à faire, mais en général, on va vous expliquer tout ce qui concerne les primes, éventuellement, la plupart du temps, parler de questions techniques. Et donc voilà, c'est une première étape, on va dire, indispensable quand vous démarrez une démarche de rénovation ou de construction, pour éviter aussi de vous retrouver dans des situations où des travaux ont déjà été réalisés et les démarches préalables qui devaient être faites n'ont pas été faites et alors on peut éventuellement passer à côté d'une prime ou avoir fait un mauvais choix technique, un mauvais dimensionnement, etc., ce qui est dommage. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Il y a plusieurs petites questions qui sont apparues. Je pense qu'il y en a une qui concerne plus l'audit. Peut-être je propose d'y revenir à la fin, mais ici peut-être une question sur laquelle vous pouvez répondre. Sur quels critères est établi qu'il s'agit d'une petite rénovation ne nécessitant qu'une déclaration PEB simplifiée? Alors donc ça, c'est en fonction du pourcentage de l'enveloppe qui va être modifiée. Donc si on modifie plus de 25% de l'enveloppe du bâtiment, hein, donc l'enveloppe c'est ce dont on a parlé tantôt, donc c'est toit, mur, sol, châssis. Si on modifie plus de 25% de l'enveloppe, alors on doit passer en rénovation importante et on n'est plus dans le cas d'une déclaration simplifiée. On doit faire appel alors à un responsable PEB qui doit faire une mission PEB un peu plus conséquente. Ok, peut-être alors l'autre question, je ne sais pas si vous savez y répondre, mais doit-on modifier l'audit si celui-ci indique une isolation par l'extérieur, j'imagine, et que pour des raisons urbanistiques ou autres, c'est une isolation par l'intérieur qui doit se faire en fin de compte? Alors non, maintenant Madame Coudreau pourra peut-être mieux répondre que moi, mais non, pour autant qu'il y ait une recommandation qui ait été faite sur l'isolation des murs, ce n'est pas un problème si la technique qu'on utilise est différente de celle qui a été recommandée dans l'audit. Tout à fait, je confirme. Ok. Peut-être, moi, je voudrais poser une petite question, puisqu'on parle prix, mais je suis étonné que personne ne l'ait posé. Mais est-ce qu'au niveau des guichets, on parle beaucoup d'évolution des primes? Vous avez des indications sur... Oui, ça c'est la question du moment. Bien sûr. Non, malheureusement, nous, on n'a pas d'informations et il faut savoir qu'en général, on est souvent informé en même temps que tout le monde via la presse, malheureusement. Donc non, donc il y a effectivement des choses qui sont en discussion, donc ça c'est sûr qu'il va y avoir des changements probablement très certainement l'année prochaine. Maintenant, on ne sait pas dire quand et on ne sait pas dire non plus quelle va être la transition entre les systèmes actuels et le nouveau système. Donc on espère que la transition sera la plus douce possible pour que les personnes qui ont déjà entamé des démarches, notamment d'audit, puissent poursuivre ce qui était prévu sur base des informations et des primes qu'on leur avait données. Mais tout ça doit être précisé. On n'a pas encore d'informations, on n'a aucune information à ce stade-ci. Merci. Je vais proposer de passer la parole alors à Jonathan Plomb pour Corénov. Merci. Alors, bien, bonjour à tous, hein. Donc, je m'appelle Jonathan Plomb et je représente la coopérative Corénov, hein. Donc, on est l'une des 6 plateformes locales de rénovation énergétique. Euh, alors, pour la petite histoire, Corénov a été créé en 2018 et on est soutenu aujourd'hui par les communes et les services publics de Wallonie, hein, dans nos actions. Et on a principalement 2 finalités, à savoir endiguer la précarité énergétique, hein, puisque au plus haut de la crise, certaines études disaient que finalement près d'un Wallon sur 2
subissaient cette précarité énergétique et également participer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Alors, on est parti d'un constat de terrain très très simple, hein, à savoir que beaucoup de citoyens envisagent des travaux de rénovation énergétique pour diverses raisons, hein, dont on a parlé, hein, pour diminuer ses charges, parce que on veut augmenter son confort ou parce que l'on doit faire des travaux tout simplement. Certains, peut-être pas assez, le font également pour réduire leur impact sur le climat, hein, donc il y a diverses raisons. Mais voilà, mais ils ne savent pas comment s'y prendre. D'autres citoyens pensent tout simplement que la rénovation énergétique, ce n'est pas pour eux. Ce n'est pas accessible parce que trop cher, trop compliqué, etc. Et donc là, on a identifié effectivement différentes questions, comme je le dis, qui émanent du terrain, à savoir, quels travaux dois-je réaliser et quelles sont les grandes priorités. Une fois qu'on a identifié les travaux, quelle technique je vais utiliser? Finalement, la grande question aujourd'hui, c'est un peu le système de chauffage, par exemple. Je mets quoi? Une pompe à chaleur, une chaudière, etc. Comment je vais financer les travaux? Comment trouver des entreprises fiables, hein, donc ça, c'est quand même pas rien aujourd'hui. Et alors, finalement, comment s'y retrouver dans les différents méandres administratifs qu'entoure un projet de rénovation énergétique. Et Dieu sait qu'une fois qu'on se lance, on le découvre assez vite. Alors, sur base de ça, on a établi ce que l'on appelle un service d'accompagnement à la rénovation énergétique, hein, donc une plateforme. Et l'accompagnement que l'on propose se déroule plus ou moins en deux phases, on va dire. À savoir qu'il y a d'abord un premier bilan qui est réalisé dans votre habitation, hein, dans le logement concerné, que l'on appelle diagnostic énergétique et financier. Donc c'est vraiment quelque chose que l'on a développé chez nous, chez Corenov, qui permet d'établir un bilan très pragmatique assorti d'évaluations financières par rapport au coût des travaux. Et alors, dans un second temps, et donc je vais le détailler un petit peu plus après, et alors la deuxième phase, c'est vraiment un accompagnement à chaque étape jusqu'à la réalisation des travaux et même après, puisque souvent les primes sont demandées après travaux. Donc l'objectif, c'est vraiment de faciliter à chaque étape la réalisation des travaux. Et donc, un projet prend souvent 1 voire 2 ans sans problème. Alors la première étape, le diagnostic énergétique et financier. Euh, Comme je le disais, le but, c'est vraiment de réaliser une analyse très, très pragmatique et suffisamment simple pour que tout un chacun puisse identifier les travaux à réaliser. Et donc, on va, dans un premier temps, mettre en évidence les travaux les plus pertinents et par ordre de priorité, hein, tout en tenant compte éventuellement du travail présenté tout à l'heure dans le cadre de l'audit logement. Euh, on va présenter aussi les techniques les plus appropriées en tenant compte des contraintes de votre habitation, mais également de vos volontés à vous, éventuellement, hein, toujours en essayant évidemment de proposer des matériaux qui respectent le plus et l'environnement et votre bâtiment aussi d'ailleurs. Et donc on va plutôt aller vers, quand c'est possible, vers des matériaux d'origine naturelle, hein, donc les fameux isolants biosourcés. On va pouvoir prédire également et évaluer l'impact sur les consommations. Donc, il y a toute une analyse qui est faite à ce niveau-là aussi. On va établir des budgets, parce que c'est vrai que quelque part, c'est bien de dire isolez votre toit ou refaites votre toit, isolez les murs, mais c'est de pouvoir vous dire de manière assez précise combien ça devrait coûter. On va évaluer les montants des aides publiques disponibles. Donc, c'est vrai qu'il y a un système de primes lié à l'audit logement. Ce n'est pas le seul. Tout ça est assez compliqué, il faut bien le dire. Et donc là, on va vraiment pouvoir vous orienter et évaluer les montants en fonction de votre situation, puisque en fonction de ce qu'on appelle la catégorie de revenus à laquelle vous appartenez, les montants de primes peuvent être extrêmement variables. Et enfin, on va vous présenter les mécanismes de financement disponibles. On ne fait pas d'intermédiation de crédit, mais M. Bavet va en parler après. Il y a par exemple les prêts à taux zéro, il y a des prêts bancaires, des choses comme ça. Et c'est de se dire, tiens, voilà, j'ai un bilan. A priori, ça devrait coûter autant pour faire mes travaux. Finalement, si je place ça dans un emprunt, qu'est-ce que ça donne? Donc l'objectif, c'est d'établir un plan de rénovation qui est très clair, qui vous permet d'orienter vos choix de travaux avant de demander des devis, avant de réellement finalement lancer les choses. Et ça permet de rendre vraiment aussi votre projet le plus efficace possible pour obtenir une habitation efficace également au niveau énergétique.
Alors, une fois ce bilan réalisé, ben, finalement, vous avez toutes les clés en main pour pouvoir vous lancer. Et là, on reste présent à chaque étape. Alors, la première étape, souvent, ben, c'est la demande de devis. Et donc là, on peut vous mettre en contact avec des entreprises qui ont été sélectionnées dans le cadre de notre projet, hein. Donc, ça fait déjà quelques années maintenant. On facilite la réalisation de l'audit logement. On analyse, bah, une fois que vous avez les devis, on les analyse avec vous, on compare les devis. On facilite aussi les dossiers en termes de recherche de financement, hein. On facilite tout le travail administratif. Donc ça, il y a beaucoup de choses, hein. La demande de permis, les procédures simplifiées, l'aide à la demande de primes, etc. Et alors, on a également, éventuellement, quand c'est nécessaire, un service de médiation à destination plutôt, enfin, entre l'entreprise et le citoyen, parce que ben, c'est vrai que voilà, ça se passe pas toujours très très bien. Il y a parfois des problèmes de communication, des choses comme ça, et donc on fait parfois un peu de médiation. Heureusement, c'est pas la grande majorité des cas. Et donc le grand point, c'est que finalement, vous trouvez un interlocuteur unique pour l'ensemble du projet, à chaque fois, à savoir que ben, on est facilitateur et donc on va pouvoir faciliter éventuellement les demandes et orienter vers un guichet de l'énergie, vers un auditeur, vers une entreprise, etc. Donc on a un petit peu le lien, si vous voulez, entre tous les intervenants de votre projet. Alors, donc c'est vrai qu'on est initiateur des plateformes de rénovation en Wallonie, hein, puisqu'on est né en 2018, et sont également nées 5 autres plateformes en 2022. La première étant Enestia, donc, qui est basée à Namur, Liège Énergie du côté de Liège, Eriges, c'est à Serein, hein, donc dans la région de Serein, Charlisol, comme son nom l'indique, c'est Charleroi, et alors Wapisol, qui est plutôt du côté de Tournai, donc il y a pas mal de communes concernées. Si vous voyez la carte, en fait, ici, toutes les zones orangées, ce sont toutes les communes dans lesquelles nous sommes actifs. Alors, quand je dis actifs, c'est simplement que ben, finalement, ce sont les communes qui financent cet accompagnement. Donc, l'accompagnement, à ce moment-là, est entièrement gratuit. Et donc, ce sont ces communes qui nous engagent pour proposer un service d'accompagnement à la rénovation énergétique à l'échelle communale. Maintenant, en ce qui concerne les autres plateformes, si à un moment donné vous cherchez de l'info, ben, vous tapez simplement sur votre moteur de recherche favori, hein, plateforme locale de rénovation énergétique et vous allez tomber sur le site du service énergie de service public de Wallonie et vous aurez toutes les infos aussi avec plus de détails en termes de communes couvertes par ces services. Alors pour terminer, simplement quelques chiffres. Ben aujourd'hui, donc là c'est encore un peu obsolète, mais aujourd'hui on a fêté les plus de 3000 candidats accompagnés, hein, par Corénov, donc on commence à avoir pas mal de bouteilles. Sur un territoire de 29 communes, on a presque 150 entreprises qui nous suivent, avec lesquelles on collabore et que l'on peut renseigner dans la réalisation de travaux. En moyenne, les ménages qui sont accompagnés économisent, enfin, font des économies annuelles d'environ 1 400 euros. Alors ça, évidemment, c'est extrêmement variable, hein, puisque enfin, quand on a vu les coûts de l'énergie qui avaient doublé, voire triplé ou plus, ben, forcément, on économise plus. Donc l'objectif aussi, même si c'est vrai, on en a parlé un peu tout à l'heure, si c'est difficile de rendre rentable une rénovation énergétique, par contre, ça permet de bien mieux maîtriser ces coûts de charge et de moins subir les éventuelles fluctuations, hein, liées au prix de l'énergie. Aujourd'hui, à travers nos accompagnements, il y a plus de 25 millions d'euros qui ont été engagés par les candidats rénovateurs, hein, donc ça commence à chiffrer pas mal aussi. Et en moyenne, un ménage qui réalise des travaux réduit de 39% ses émissions de gaz à effet de serre, ses émissions de CO2. Donc malgré tout, ça a un bel impact aussi, bon, lié au chauffage, hein, uniquement, chauffage et électricité. Et donc voilà, malgré tout, ça a un bel impact aussi à l'échelle du ménage, quoi. Voilà, de manière simple. Merci à tous. Alors, une petite question qui est posée ici, c'est entre la venue de l'auditeur et la venue de Corénov, dans quel ordre est-ce qu'il faut prendre les choses? Est-ce qu'il n'y a pas des croisements entre les deux services? Alors oui et non, c'est-à-dire que ça nous arrive régulièrement d'accompagner des candidats qui ont déjà fait l'audit. Mais je dirais, idéalement, on devrait passer avant l'auditeur, à savoir que ben, on fait déjà ce bilan.
il peut s'avérer finalement, la conclusion aussi de cette première analyse pourrait être, ben, l'audit logement n'est pas nécessaire. Parce que ben voilà, on n'a pas le budget nécessaire pour faire une rénovation énergétique très très globale. Et donc ce sera plus peut-être des petites actions ou des actions pour lesquelles il n'y a pas de prime. Et donc tout ça, on va vraiment pouvoir orienter correctement les choses. Bon, l'audit logement, malgré tout, ça reste un investissement et donc il faut qu'il soit intéressant. Et donc là, on essaye de bien préparer le terrain et bien préparer aussi, malgré tout, le projet pour que l'audit logement se déroule de manière efficace aussi. Donc on a pas mal d'auditeurs logements partenaires et souvent ils sont assez contents parce que au moins ben, ils ont dans leurs clients des citoyens qui maîtrisent beaucoup mieux quelque part leur projet avec un audit logement qui va beaucoup plus refléter la réalité de la future, du futur projet de rénovation. Donc il y a pas de règle, hein, je dirais. C'est vraiment dès que vous sentez que vous êtes un peu perdu quelque part, ben on est là en fait. Merci. Alors, deux petites questions, mais qui s'adressent peut-être plutôt au guichet. Euh, Est-ce que, au niveau des guichets, vous connaissez des dispositifs d'accompagnement similaires en Flandre? Parce qu'ici, effectivement, on est centré sur la Wallonie, mais est-ce qu'en Flandre, il y a d'autres dispositifs? Non, je ne connais pas ce qui existe précisément en Flandre. Maintenant, il y a toujours lors du salon bâtiment un stand de la région de la Flandre qui s'y trouve. Mais sinon, non, il y a certainement un service, je ne connais plus le nom, qui doit être plus ou moins l'équivalent des guichets en Wallonie, mais je ne saurais pas vous dire le nom. Ok, merci. Petite question pour Ariane. Combien coûte un audit logement? Ah, c'est une bien bonne question. Euh, je pense que ça va dépendre un petit peu de la complexité du... Enfin, globalement, les éléments qui vont influencer le coût de l'audit logement, c'est d'abord la proximité entre l'auditeur et le logement à auditer, et puis ça va faire réduire les coûts de déplacement. La taille de l'habitation, plus l'habitation va être grande, a fortiori, plus il y aura un travail de relevé un petit peu plus important. La disponibilité des plans, c'est important. Malgré tout, si l'auditeur peut disposer de plans, il va gagner un petit peu du temps pour son travail de relevé. Et éventuellement, la disponibilité d'un certificat PEB, puisque le certificateur PEB a déjà fait un travail de relevé dans le bâtiment et de mesurage du bâtiment. Le fait qu'on puisse disposer des informations qui auraient été faites permettrait un tout petit peu de réduire le temps de travail de l'auditeur. Bon, nonobstant ces données-là, je veux dire, l'ordre de grandeur du coût de certificat, mais je pense que les guichets de l'énergie pour le confirmer, doit tourner autour de 1 000 euros. Je dirais si je dois donner un chiffre au jour d'aujourd'hui, qui fait l'objet Oui. de primes, hein. Donc, il y a une prime déjà rien que pour la réalisation de l'audit, indépendamment du fait de réaliser des travaux ou pas dans le logement. Mais la prime est toujours fonction du revenu du citoyen. Donc, on a une prime de base avec un taux multiplicateur qui va de 1 à 6. Donc, le taux de remboursement de l'audit par rapport à la prime est fort variable selon que les gens aient des revenus bas ou élevés. Oui, c'est ça. Donc, au niveau des guichets, on constate effectivement des prix qui vont aller, on va dire, d'un petit 1 000 € jusqu'à 1 500 € dans ces environs-là, avec une moyenne aux alentours. Ça dépend des régions aussi, donc on voit quand même des variations d'une région à l'autre, mais une moyenne aux alentours de 1 200, 1 300 €. Ok, merci. Alors, il y a une question pour Corénov. Est-ce que la plateforme peut intervenir dans des communes non partenaires? Et quelqu'un demande si quel serait le coût des services lorsqu'il n'y a pas d'intervention communale? Oui, alors c'est tout à fait possible. Bon, on va dire qu'on peut intervenir à partir de Namur et sur un rayon de 50 kilomètres. Donc on ne peut pas intervenir partout en Wallonie pour la simple et bonne raison que ben, en fait notre pool d'entreprises est plus ou moins disponible dans cette région-là. Et pour répondre très clairement, en fait, le coût d'un accompagnement est de 550 € à ce moment-là, si on n'est pas financé soit par les services publics de Wallonie, soit par une commune. Ok, merci. Alors, une petite question pour Julien ou Ariane. La question, c'est de savoir qui peut attribuer un certificat PEB. Eh bien, c'est un certificateur PEB agréé, et donc il y a une liste de certificateurs PEB qui se trouve sur le site énergie.wallonie.be avec toutes les coordonnées, donc numéro de téléphone, adresse email,
du certificateur. Et il faut savoir que tous les auditeurs sont automatiquement certificateurs PEB au cas où. Mais je pense que la plupart des auditeurs, ça Madame Cournot pourra le confirmer, réalisent plutôt des audits que des certificats. Oui, oui, tout à fait. Je pense que les gens qui ont la spécialisation, je vais dire, d'auditeurs, ont la capacité de faire un certificat, mais la plupart du temps sont plutôt des gens qui cherchent cette mission de conseil, qui est une mission un peu plus complète finalement que la mission du certificateur, qui est plutôt une mission vraiment de juste faire un état de la situation du logement. Alors, une dernière question avant de passer à notre dernière intervention, mais je ne sais pas si on saura y répondre ici. Je dois installer un chauffage dans mon futur appartement de 100 mètres carrés. Quel est le système de chauffage conseillé pour le moment? Un chauffage au gaz ou une pompe à chaleur? Mais ça, c'est typiquement une question où il nous faut plus d'informations pour pouvoir y répondre. Donc, il faut que la personne soit se rende par exemple dans un guichet, mais avec des plans de son bâtiment éventuellement, la présence d'isolant ou pas, qu'est-ce qu'on a comme combustible disponible, est-ce qu'on a le gaz, ça je suppose que oui, si c'est une possibilité. Voilà, quelles sont les consommations, quelles sont les habitudes de vie dans le bâtiment, etc. Et à partir de là, on peut orienter vers un système ou un autre. Mais répondre comme ça, dans l'absolu, c'est compliqué. Alors, peut-être une petite dernière, en province du Luxembourg, vers qui pouvons-nous nous tourner outre les guichets de l'énergie? Personne ne se Ben, sent prêt. il y a plusieurs guichets qui existent, je dirais. Faut voir pourquoi. Oui, je ne sais pas. Ça dépend pour quelle question peut-être. Je n'en sais pas Je plus. peux peut-être, oui, juste, enfin, malheureusement, nous, en ce qui nous concerne, nous, c'est compliqué. Alors, il est possible qu'à moyen terme, il y ait d'autres plateformes de rénovation énergétique qui voient le jour, mais il y a encore absolument rien d'officiel. Mais voilà, moi, c'est la seule chose que je peux dire, quoi. Et je ne sais pas s'il y en aura en province du Luxembourg. Je ne sais pas. Donc, il faut dire que les guichets peuvent proposer un accompagnement, mais effectivement pas du niveau de ce qu'une plateforme peut proposer parce qu'on n'a pas la capacité humaine pour le faire. Maintenant, on peut quand même donner des retours sur des devis, sur des questions techniques, etc., sur des calculs de primes, donc tout ça peut être fait. Par contre, on ne peut pas renvoyer vers une entreprise en particulier ou un auditeur en particulier parce qu'on est un service public. Donc on est limité dans nos possibilités à ce niveau-là, mais il y a quand même certaines choses qu'on peut réaliser. Évidemment, ça ne remplace pas le travail plus poussé que peut proposer une plateforme. Et donc au niveau des guichets, eh bien, on a des guichets qui se trouvent à Marche, à Libramont et à Arlon, en province de Luxembourg. Je pense que voilà, c'est ces trois-là qui se trouvent au niveau de la province du Luxembourg. Il ne faut pas hésiter à les contacter, ne fût-ce qu'en première étape d'une démarche de rénovation. Alors, on me signale que le GAL de Rochefort-Marche-Nassogne offre un service d'accompagnement à la rénovation énergétique aussi sur son territoire. Donc voilà aussi une réponse. Merci pour cette réponse. Et alors, pour un peu dans la question un peu des services vers lesquels se tourner, on me demande quel est le service équivalent en accompagnement en région Bruxelles-Capitale. Donc là, moi, je peux répondre qu'il y a l'ASBL HomeGrade qui a cette mission au niveau de la région bruxelloise et les associations également du réseau Habitat où il y a des conseillers en rénovation qui peuvent aussi faire cet accompagnement. Voilà, je pense que ça peut répondre à la question par rapport à la région de Bruxelles. Voilà, je vais vous proposer de passer à notre dernière intervention de la soirée. Donc, Michel Bavet, je vous laisse la place. C'est gentil, vous m'entendez? Oui. Oui, très bien. Eh bien voilà, je vais commencer déjà par remercier Monsieur Poucane et Monsieur Moreau pour l'un d'avoir posé la question et pour l'autre d'y avoir si bien répondu quant à l'avenir des offres de la région wallonne. Parce qu'effectivement, dans le cadre de notre offre de Rénopac, l'avenir des offres en région wallonne est important. Donc je vais vous parler de ce qui existe aujourd'hui
et moins évidemment, sans le savoir, de ce qui sera en 2025 ou plus tard. Et donc voilà, le Rénopac, donc c'est la Société wallonne du Crédit social est un service public de la Wallonie, hein, donc qui propose voilà, qui est partenaire des offres de la Wallonie en termes de financement et en termes de primes ou de subsides, c'est équivalent. Simplement pour présenter le crédit social, ben, on a différents produits offerts. Celui qui nous intéresse principalement aujourd'hui, donc c'est le Rénopac, le prêt, le financement de travaux économiseurs d'énergie, en résumé. Mais la Société wallonne du Crédit social fait aussi du crédit hypothécaire, voilà, pour une première propriété en Wallonie. Donc on gère la rénovation, le crédit hypothécaire et alors un dernier point qui est la garantie locative aussi chez nous, qui permet donc d'évacuer une problématique d'une garantie locative lorsqu'on est candidat à une location ou pour un étudiant qui voudrait acquérir un cote, enfin louer un cote étudiant. Donc le Rénopac, oui, il intervient donc pour le financement, hein, de tous ces travaux qui ont été évoqués ici par les différents intervenants. On a bien entendu que ça coûtait de l'argent, qu'il y avait des dépenses importantes, qu'il y avait de l'argent à récupérer éventuellement sur les économies réalisées grâce aux travaux économiseurs d'énergie. Et donc le Rénopac, c'est un prêt en fait à 0% d'intérêt. Donc l'emprunteur chez nous rembourse un capital, mais il n'y a pas d'intérêt qui est porté sur ce capital. Donc on est réellement sur un vrai taux à 0%. Il faut savoir aussi qu'il n'y a pas de frais, hein, il n'y a pas de coûts cachés. On pourrait s'interroger, mais ce n'est pas le cas. C'est vraiment un chouette produit, je dirais. Voilà, c'est un prêt qui ne coûte rien. Dans ses avantages, on peut dire qu'il y a une simplification administrative, et ça on en reparlera peut-être plus tard, mais il faut savoir que le Rénopac, c'est aussi la gestion des subsides ou des primes. Et donc avec un seul interlocuteur qui est la Société wallonne du Crédit social, on a accès donc à ce financement à 0%, mais également à la gestion des primes ou des subsides. On les appelle subsides dans l'audit logement, nous on les appelle primes, enfin c'est la même chose. Et c'est peut-être un point qui est intéressant aussi, et on nous la pose souvent, enfin nos candidats au financement Rénopac, quand ils ont signé leur contrat, s'inquiètent aussi lorsqu'il y a des modifications des offres de primes en région wallonne. On les rassure en leur disant que le Rénopac permet de figer en quelque sorte l'offre de primes ou de subsides. Et donc un Rénopac signé permet d'accéder à son financement pendant 2 ans. Et donc de réaliser des travaux sans urgence. Et donc ces 2 années permettent de voir venir en quelque sorte. Et le Rénopac étant un contrat signé, la prime promise à l'origine dans une note de travaux est due pendant les 2 années, quoi qu'il arrive derrière, au niveau des choix de la région wallonne. Si on se trouve entre 2 périodes d'arrêté, enfin, en tout cas de choix d'offres de la région wallonne, il y a une certaine stabilité de l'offre de primes. L'accès, les conditions, elles sont relativement larges en fait, hein. Il ne faut pas trop s'inquiéter. J'ai coutume de le dire lors des salons, lorsqu'on croise nos candidats au financement. Il n'y a pas de restrictions majeures finalement. Je veux dire, tout un chacun a priori accès à ce financement.
Il n'y a pas de limite de revenu, enfin, il y a une limite supérieure au niveau du revenu imposable globalement, mais je veux dire, il est relativement large et je pense que, hormis quelques ménages, quelques-uns, tout le monde a accès à ce financement. Il n'y a pas de limite d'âge non plus, le prêt devant être remboursé avant la 86e année, mais il n'y a pas de restriction au niveau de l'âge. L'idée, c'est de rénover son bâtiment, d'isoler son bâtiment et de faire des économies. Bah, quel que soit l'âge, l'économie est la bienvenue. L'idée peut-être, enfin, la seule restriction, c'est qu'il faut considérer que c'est un prêt, et donc fût-il à 0%, mais il faudra malgré tout rembourser ce capital. Et donc, bah, voilà, il y a une étude de la capacité financière de nos candidats emprunteurs qui font, qu'ils doivent faire preuve de revenus et voilà, ils doivent présenter dans un dossier leurs revenus, leurs charges, et le comité de crédit évalue alors leur capacité à rembourser un petit quelque chose que constitue le Rénopac. Deux points qui sont importants, sans doute. On parle de la salubrité du bâtiment, mais donc on peut dire ici qu'en fait, on ne réinvente rien, on est prêteur, mais l'auditeur ou l'auditrice a fait un travail en amont, enfin, en général. Et donc, on se sert de cet audit comme étant la base. Hein. On finance ces travaux-là, donc on ne réinvente rien. Et donc, dans ces audits logements, principalement, arrive en bouquet 1 tous les travaux liés à la salubrité du bâtiment. On parle généralement de mise en conformité de l'installation électrique, la mise en conformité de l'installation gaz, une toiture qui fuit, qui perce, c'est un problème de salubrité dans le bâtiment, des problèmes d'humidité, des problèmes de stabilité d'un plancher, hein, ce sont des problèmes liés à la salubrité du bâtiment, mais ça apparaît dans l'audit, hein, donc pas de surprise. A disparu avec la nouvelle réglementation, donc en juillet 2023, avec cet audit, a disparu l'obligation de réaliser des travaux dans un certain ordre, dans un ordre des bouquets établi par l'auditeur ou l'auditrice. Aujourd'hui, la Société Wallonne Crédit Social a malgré tout choisi de garder le cap et d'imposer, lorsqu'ils sont prêteurs, l'isolation des toitures. Parce qu'on sait, on l'a vu, hein, qu'au niveau des déperditions, elles sont majeures au niveau des toitures. On parle de 30 à 35% de déperditions par cette paroi-là. Et donc, voilà, en voulant être cohérent, le comité de crédit a choisi de continuer à imposer, lorsqu'ils sont prêteurs, l'isolation des toitures. Soit l'isolation dans un bâtiment est déjà réalisée, elle est conforme à la norme actuelle, et voilà, avec une preuve, ce projet-là est éludé. Si ce n'est pas le cas, alors le financement de l'isolation de la toiture peut être pris en charge via un devis avec d'autres travaux qui feraient l'objet du Rénopac. Les travaux finançables, ce sont ceux principalement qui sont repris à l'audit logement. On n'intervient pas dans le cadre du Rénopac uniquement dans des projets qui feraient suite à un audit logement. Il existe dans les arrêtés des exceptions qui font qu'on peut financer des toitures, par exemple, ou des mises en conformité électrique sans audit logement, mais c'est une exception, et j'aurais tendance à considérer que c'est une bonne idée de faire un audit logement parce que ça fixe un peu les choses, ça donne de l'information aux candidats rénovateurs, et donc voilà, on se sert donc de cet audit logement. Le Rénopac, c'est un financement d'un montant de 60 000 € maximum.
donc par ménage et pour une habitation. Et il concerne donc tous les travaux de rénovation, économiseurs d'énergie, tout ce qui est isolation de toiture, enfin de l'enveloppe, hein, la toiture, les murs, les sols, les châssis. La salubrité du bâtiment, ben, j'en parlais, tout ce qui est ventilation, tout ce qui est mise en conformité électrique, gaz, tout ce qui est lié à la stabilité du bâtiment. Et alors il y a une dernière chose chez nous, c'est parfois plus anecdotique, mais on peut aussi intervenir lorsqu'il est question d'adapter son habitation au handicap. Ça peut être utile. On a rendu service, je pense, dans quelques dossiers. Le principe aussi, la qualité de ce Rénopack, c'est, on a entendu que ça pouvait coûter effectivement cher de rénover son habitation. La qualité de ce financement, conjoint aux primes, c'est que on déduit les primes du montant à financer. Ce qui veut dire que le candidat emprunteur rembourse une partie réduite de son investissement. En dehors d'un financement comme le Rénopack, ben, le candidat doit, avec son économie ou un prêt bancaire quelconque, réaliser des travaux avec un audit logement. Une fois les travaux réalisés, il introduit ses demandes de primes auprès de la Wallonie et il les récupère quelques mois plus tard, les primes, les subsides promis à l'audit. Mais dans un premier temps, il a dû investir une somme importante de ses économies, en tout cas à hauteur des travaux, pour payer ces entreprises, ces entrepreneurs. Via le Rénopack, le calcul est fait en amont, avant signature du contrat de prêt à tempérament, et les primes viennent réduire le montant à rembourser. Donc, dans un exemple ici, par exemple, les travaux coûteraient 25 000 €, avec des primes estimées avec un audit logement à 10 000 €, nos candidats emprunteurs ne remboursent que 15 000 €. Et donc, ils font une économie, et la mensualité porte sur ces 15 000 € et non pas sur les 25 000 d'origine, ce qui veut dire que la mensualité est réduite du montant des primes. Et donc cette petite mensualité, déjà elle permet, c'est le principe du Rénopack aussi, à une certaine considération de la capacité de remboursement de nos emprunteurs. Donc la mensualité est en général absorbable dans le budget d'un ménage, et d'autre part, elle est contrebalancée par les économies, hein, on en parlait aussi, les économies réalisées en termes de consommation. Suite aux isolations réalisées, la facture de chauffage diminue, et ça vient donc aider aussi les ménages à rembourser cette mensualité, et ça permet d'envisager aussi d'autres travaux plus conséquents, en conjuguant peut-être parfois des fonds propres avec le financement Rénopack. Ça, c'est pour le retour sur l'année 2023, donc 190 millions d'euros prêtés, hein, pour près de 8 000 Rénopack octroyés en 2023. Voilà, au niveau je vous parlais de l'âge, 10% de nos emprunteurs ont plus de 65 ans, mais jusqu'à leur 86e anniversaire, ils ont une marge, hein, pour rembourser, donc ça fonctionne très bien. Voilà, 40% des emprunteurs ont entre 30 et 40 ans. Sans surprise, hein, les travaux de toiture sont les plus prisés, mais on sait effectivement que c'est par là qu'on a une économie majeure. Ce qui est important de signaler aussi, c'est que je vous parlais tout à l'heure des 60 000 €, c'est le montant maximum prêté par ménage. Il y a aussi une limite, hein. Le crédit social n'intervient pas sur tous les dossiers de rénovation, donc ils ont choisi de préférer, en tout cas d'offrir, de permettre cette offre de financement au plus grand nombre de candidats à la rénovation. Et donc, voilà, la somme des devis
dont les emprunteurs que les emprunteurs souhaitent faire financer ne peut pas dépasser 62 500. C'est une façon de réduire le type de projet, par exemple la rénovation d'une grange ou une grosse rénovation d'une habitation, enfin, quelque chose d'important, à 90 ou 100 000 euros par exemple, ne constitue pas des projets pour le crédit social. L'idée, c'est de se limiter à des plus petites rénovations. On est souvent aussi dans le principe de la prime, c'est de favoriser les travaux de remplacement, de remplacement d'un châssis, remplacement d'une toiture, isolation des sols, des murs, mais on est souvent dans le remplacement de choses existantes. Et donc, voilà, le principe, c'est que les gens sont chez eux, dans leur canapé, ils ont un petit frisson, ils se disent, tiens, que peut-on faire pour réduire nos consommations et améliorer notre confort? Voilà, ils envisagent d'isoler leur toiture, de remplacer peut-être des châssis, de mettre une installation électrique en ordre. Et voilà un petit peu le public cible pour la Société wallonne du crédit social. Voilà pour ce que je peux vous en dire. Si vous avez des questions, j'y répondrai bien volontiers dans la mesure de mes capacités. Merci beaucoup. Il y a effectivement quelques questions. Je vais les prendre dans l'ordre. Alors, la première question, je ne suis pas 100% sûr que ce soit pour vous, mais je vais quand même la lire. Pour le remplacement de ma toiture qui fait 234 mètres carrés avec isolation sarking fibre de bois, j'ai normalement droit à une prime de 20 euros par mètre carré pour la couverture et 130 euros par mètre carré pour l'isolation. En sachant que le prix de l'isolation est de 20 000 euros dans le devis, pouvez-vous me confirmer que j'aurai bien droit à la prime de 30 000 euros? Pas si on sait répondre comme ça. Oui, si, oui, l'idée d'une... Parlons simplement de la prime, mais je ne serai pas le seul à répondre, hein. Monsieur Moreau peut le faire aussi, ou d'autres, mais il faut savoir que la région n'octroie pas plus de primes que ce que coûte le chantier. Et donc, la prime est limitée à 90% du coût du devis. Donc ici, j'entends qu'il est question de 30 000 euros de prime pour 20 000 euros de travaux. Ça, ce ne sera pas le cas, ce ne sera pas vrai. Oui, donc il faut voir le prix global. Donc, si effectivement donc c'est important la distinction. Donc, si on passe par un audit, en fait, on a la notion de poste lié dans l'audit pour la toiture. Donc, c'est-à-dire qu'on ne va pas prendre le plafond pour chaque poste séparément, mais on va regarder le plafond pour la somme des postes qui sont liés. Donc, c'est-à-dire la couverture plus l'isolation. Plus, il y a toute une série de choses. Donc là, il faut aller voir sur le site énergie et tout ce qui est pris en compte est repris. Si par exemple on fait des finitions intérieures, ça ne va pas être pris en compte. Et donc, on peut tout à fait effectivement avoir droit à une prime supérieure au prix de l'isolation et que cette prime, ce surplus de prime d'une certaine manière, puisse se reporter sur le poste couverture, pour autant que globalement, on ne dépasse pas 90% des postes éligibles, couverture plus isolation. Et pour autant que la problématique de la couverture ait été pointée dans l'audit, Voilà, pour autant qu'il y ait un problème d'étanchéité en fait sur la toiture existante. Ok, merci. Alors, question suivante. Nous devons rénover totalement notre habitation. Le budget estimé est de 200 000 euros pour tous les travaux. Est-il possible de bénéficier d'un taux 0% à Rénopac pour la partie des travaux liés à l'amélioration du PEB pour un maximum de 60 000 euros? C'est un cas particulier, donc c'est vrai qu'il faudrait voir en réalité comment se présente cette habitation et pourquoi 200 000 euros de travaux. L'idée des 62 500 euros dont je parlais tout à l'heure, c'est une limite dans laquelle, avec ces 60 000 euros financés, la maison doit être salubre. Et donc, on doit accéder à une salubrité au niveau de l'installation électrique, au niveau de l'installation gaz. Il y a d'autres critères de salubrité en Wallonie et qui dépassent un petit peu l'audit logement. Il est question aussi d'une salle de bain, d'un point d'eau chaude. Donc,
voilà, il faudrait considérer lors d'une visite, mais ça c'est un dossier qui peut être évoqué sur place. Quel est l'état de la maison? Pourquoi 200 000 €? Parce que si effectivement il n'y a plus de toiture, plus de plancher, plus de gîtage, plus de plafonnage et plus de sol, bah, ça va être difficile avec 60 000 € d'accéder à l'habitabilité de la maison. Et donc, a priori, ce ne serait pas un dossier pour le crédit social. Mais voilà, si effectivement c'est une grosse rénovation, où il est question peut-être d'esthétique ou peut-être y a-t-il une extension, mais alors ça c'est à juger aussi par l'auditeur ou l'auditrice. Voilà, c'est à considérer sur place, par l'expert qui aurait en charge le financement Rénopac, enfin en ce qui nous concerne, voilà. Ok. Question suivante. Donc, je suis seul, je ne travaille pas, j'ai des factures qui s'élèvent à un montant de travaux de 60 000 €, qui est le montant maximum renseigné. Le prêt me sera-t-il accordé pour la totalité et quelle est la durée du prêt? Mais en fait, il y a une durée légale, donc on ne rembourse pas, hein, ça fait partie heu, on ne rembourse pas 1 000 € comme on rembourse 60 000 €, donc il y a une durée légale, hein, c'est un prêt à tempérament, ce prêt à 0 % d'intérêt. Donc la durée sera jugée par le guichet qui sera gestionnaire du dossier de cette dame, par exemple. La dame ne remboursera pas 60 000 € puisqu'on en parlait, elle bénéficiera de subsides ou de primes qui viendront réduire le montant emprunté. Donc, en fonction de sa catégorie de revenus, bah, la prime est multipliée, hein, par 2, 3, 4 ou 6. Et donc imaginons, qu'elle ait droit à, en fonction de ses travaux évidemment, j'invente, 35 000 € de prime, bah, elle ne remboursera que 25 000 € et donc sur une durée, mais ça je ne connais pas ces durées légales, je ne les connais pas, mais peut-être va-t-elle rembourser, 25 000 € en 10, 12 ans, 13 ans, 14 ans, avec une mensualité qui a priori serait très réduite pour permettre justement de l'intégrer dans le revenu du ménage. Maintenant, elle parlait de elle évoquait peut-être sa capacité de remboursement, mais voilà, sa situation financière va être jugée par le crédit social parce que, bah, il faudra rembourser ce prêt, hein, fût-il à 0 % et donc, ben, on va lui demander quels sont ses revenus, quelles sont ses charges et l'idée, dans le cadre d'un prêt à tempérament et du code du droit économique, on ne peut pas, endetter nos candidats emprunteurs. Donc on est tenu de voir avec eux quelle est leur capacité et éventuellement, leur accorder un prêt, mais peut-être aussi leur refuser le prêt si effectivement ça ne fonctionnait pas, quoi. Alors, petite question. Dans le cas du Rénopac, que se passe-t-il si la maison est vendue avant la fin du prêt? Pouvons-nous rembourser le restant? Oui, le contrat de prêt à tempérament Rénopac permet à tout moment soit de réduire la charge restante en remboursant partiellement le prêt et effectivement, l'option existe aussi de rembourser l'intégralité du solde de ce prêt, dans le cadre d'une vente. Effectivement, le prêt est remboursé, c'est sans frais, il n'y a pas d'intérêt, donc il n'y a pas de charge portée, qui serait liée à un intérêt, qui resterait dû, donc c'est vraiment sans frais. C'est tout à fait possible et facile. Alors, si je demande un prêt en 2025, les revenus pris en compte sont-ils de 2024? Non, en fait, le revenu, pris en compte, enfin, d'une part, pour fixer la catégorie de revenus de nos candidats emprunteurs, c'est important pour, fixer la hauteur des primes, hein, le facteur multiplicateur, heu et ce sont les revenus de 2 ans, enfin, qui précèdent de 2 ans l'année, durant laquelle, les personnes introduisent leur demande. Donc en 2025, ce seront leurs revenus 2023. C'est a priori le dernier avertissement extrait de rôle qu'ils ont à la maison et on considère on considère les revenus imposables globalement sur cet avertissement extrait de rôle 2023, pour fixer la catégorie de revenus. Les
revenus qui seront ceux de 2025 qui seront importants pour juger alors non pas du facteur multiplicateur, mais pour juger de la capacité financière de la personne. Alors, nous comptons rénover une ancienne étable restée dans son jus. Elle est dans les mêmes murs et sous la même toiture que la partie habitable actuelle. Est-il possible d'avoir un rénopack? À voir. À voir sur place. Mais l'idée, c'est que la rénovation, on en parlait tout à l'heure, la rénovation importante d'une étable, d'une grange, nécessitera un coût de travaux important. Et amener cette étable ou cette grange ou ce fenil, que sais-je, à la salubrité, enfin, disons que c'est plus clair de parler d'habitabilité, nécessitera un investissement conséquent. Mais donc, probablement, à voir, hein, on ne sait pas juger sans faire une visite, mais a priori, c'est un projet qui ne serait peut-être pas pour le crédit social. Maintenant, la personne nous dit que la grange est attenante à une habitation existante, mais donc là, je renvoie peut-être la question à Madame Caudron, qui devra établir un audit logement. S'il y a je crois savoir que s'il y a 2 entités de logement, il y aura 2 audits différents. Mais voilà, ça je passe la main pour ce volet audit, si vous voulez bien. Alors au niveau audit, c'est un petit peu plus complexe que ça, c'est-à-dire qu'on peut réaliser un audit par logement ou on peut réaliser un audit pour un ensemble de logements. Et donc, en fait, tout va dépendre de l'objectif du demandeur. Le problème, si on réalise un audit par logement et qu'on a 2 logements dans un même ensemble bâti, ça veut dire qu'on va devoir avoir des factures qui vont être scindées par logement, ce qui n'est pas toujours facile à obtenir en termes de répartition de factures. Donc on a les 2 possibilités, en fait. En termes d'audit, on a la possibilité de réaliser un audit par logement ou un audit pour un ensemble de logements situés dans un immeuble. C'est la même problématique qu'on a pour un immeuble appartement. En fait, on peut très bien réaliser un audit pour un propriétaire d'un appartement seul qui veut, de façon individuelle, réaliser certains travaux économiseurs d'énergie chez lui, tout comme on peut faire un audit pour la copropriété, donc pour l'ensemble, en fait, des logements, dans l'objectif plutôt à ce moment-là de faire des travaux d'amélioration énergétique globale de l'enveloppe du bâtiment. Donc chaque cas est différent. Ça dépendra des objectifs poursuivis. Alors, la dernière question avant de clôturer. Si on a plus de 2 enfants, pas de rénopack, quelles sont les alternatives pour les familles nombreuses? Si, le rénopack existe pour les familles nombreuses, mais alors on les invite à rejoindre le fonds du logement des familles nombreuses, qui offre le même produit, mais donc ils le trouveront sur le net, hein, sans souci. Les conditions seront fort similaires, mais donc à voir au fond du logement des familles nombreuses. Eh bien, merci beaucoup à tous. Je pense qu'on est arrivé au bout du temps. Je crois qu'il est 19h34. Je vous remercie. En tout cas, donc, je rappelle que beaucoup d'informations se trouvent sur le site énergie.wallonie.be, que vous avez les guichets de l'énergie qui sont à votre disposition, les différents sites qui sont mentionnés. Et si besoin, vous pouvez toujours revenir vers EcoConso. Nous vous ferons aussi un plaisir de vous renseigner à travers notamment notre service conseil, qui est ouvert du lundi au jeudi par téléphone en matinée ou par internet info@ecoconso.be. On peut aussi vous aiguiller. Voilà, donc je vous remercie et je vous souhaite à tous une bonne soirée.